Nous sommes donc de retour, mesdames et messieurs, après ce clin d'œil fait à notre partenaire. Nous allons directement du côté de Yaoundé pour prendre le pouls de l'information, parce que Canal Matin, c'est aussi l'information à travers la revue de presse. Ghislain Pierre et Sono, qu'on aperçoit déjà dans le petit cadre, nous y attend pour la livraison de la dernière édition de, absolument. de la semaine. Oui, un black this week-end, en tout cas, merci. On a dit pour l'entrée dans le week-end, donc il est assez détendu justement pour entrer également dans le week-end. Et on m'a dit, passons par la revue de presse à travers la lecture une des journaux parus ce jour à Yaoundé. Bonjour GPE et bienvenue dans Canal Matin. Et pour revenir à l'actualité, on va dire que sur le plan économique, on va saluer la venue justement de ce nouveau bébé dans la cimenterie du Cameroun, Atlantic Cement, Cameroun qui verra le jour d'ici à là. On va rappeler qu'avec une production annuelle de 10 000 tonnes en fait, donc ajoutée à Dangote Cement, et on va dire qui complète donc la mise à 6, ça fait donc 6 sociétés de cimenterie évidemment au Cameroun. On va rappeler que le promoteur de cette société est ivoirien. Oui, donc on y reviendra certainement dans les autres éditions de Canal Matin. À noter également, pour revenir à l'épidémie de coronavirus, il y a également enfin, cette maladie qui touche beaucoup plus les enfants, la poliomyélite. J'y arrive parce que ça fait, voilà, je crois qu'il est prêt, on va se... Ouais, justement, je crois qu'il est prêt, notre très cher GPE, depuis Yaoundé, justement, pour la première partie de la revue de presse. Bonjour GPE et bienvenue dans Canal Matin. Je vous accueille à Yaoundé, le cœur enflammé de joie, tout comme je le fais à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à la revue de presse du Canal Matin. On va commencer par une activité essentiellement et exclusivement politique ce matin, puisque à leur tour, les parlementaires camerounais adressent un courrier aux parlementaires américains et justement, ils ont écrit une lettre, une correspondance adressée au Congrès américain. À leur tour, ils en ont un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol qui est donc exprimé ce matin par les parlementaires camerounais. Et c'est donc une correspondance adressée à la Maison-Blanche du côté de Washington DC. À travers leurs homologues, ils ont fait parvenir un pamphlet à la Maison-Blanche. Ils accusent notamment les accusateurs sur la matière de la violation des droits de l'homme. Cela est devenu récurrent sous le ciel du renouveau à propos de ces ONG, organisations non gouvernementales, mais également les parlementaires américains qui chaque fois accusent le Cameroun de violation des droits de l'homme pour ce qui est de cette guerre entre guillemets que le Cameroun mène du côté du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Pour parler ainsi de la crise dite anglophone, c'est donc une grande première que relève d'ailleurs Mutation à une principale ce matin. Le journal de Gab s'y apaisantit, même si ce sont seulement 62 des potentiels 180 députés et 100 sénateurs, les deux formulant ainsi le Parlement camerounais. Il y en a marre de voir des ONG s'ingérer dans les affaires internes du Cameroun, au même titre que les membres du Congrès américain clament les dénonciateurs, les élus de la nation qui eux aussi montent le créneau en adressant dans une correspondance au Congrès américain un élu bien que local qui est en difficulté ici même à Yaoundé dans la capitale camerounaise. C'est donc le super maire qui a voulu outrepasser les attributs du conservateur départemental des domaines, cadastre et affaires foncières en essayant lui-même de procéder à une vente aux enchères de véhicules qui ont été saisis par ses services. Plus qu'un rappel à l'ordre, le conservateur lui a simplement servi une mise au point qui lui enlève d'ailleurs les compétences de cette vente aux enchères. Signale ainsi le quotidien Mutation ce matin qui parle ainsi des difficultés qu'il y aura à voir se manifester et se concrétiser la cohabitation dans le grand concert de la décentralisation entre les conseils régionaux, les maires et les services administratifs, on va dire, traditionnels. La politique est également au cœur de l'œil du Sahel. Le journal de Guibaï Gatama en kiosque ce jour qui voit se profiler à l'horizon un rejet des propositions RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans son entièreté. Le parti qui ne fait plus courir dans le nord, l'Adamawa, encore moins l'extrême nord, comme cela a été le cas par le passé. Rappelons pour la petite histoire que le plus grand fief, notamment des électeurs du RDPC, a toujours été l'extrême nord du Cameroun.
Maroua étant la capitale de cette région camerounaise. Qu'est-ce qui n'a donc pas marché? Question qui est formulée par l'Œil du Sahel ce matin, qui répond lui-même que la jeune élite en va simplement à la vieille garde, et c'est cette jeune élite-là qui est donc montée au créneau en amenant sur place, sur le terrain, ce qu'il est convenu d'appeler les nouvelles forces politiques. Donc, le RDPC qui s'en va être davantage en difficulté dans les 3 régions septentrionales, la Damawa, Château d'eau du Cameroun, le nord, mais également la région de l'extrême nord. Voilà quelques explications qui sont donc proposées par l'Œil du Sahel ce matin pour dire comment est-ce que entrevoit d'ailleurs comment le RDPC s'en va perdre le plume davantage dans ces 3 régions du Cameroun atterri. Voilà ce que Christophe Guilou a également fait hier du côté d'Ntonga dans le cadre d'une caravane à vélo à la découverte des chefferies traditionnelles Cameroun, notamment celle de l'Ouest Cameroun. Le premier arrêt a été marqué hier à Ntonga et c'est une escale avec une ferveur populaire et un accueil chaleureux dans les installations du député Claude Feuteux, par ailleurs grand opérateur économique. L'information est portée par le journal Réalité de Paul Ngouaré qui dit ce matin en une principale question de montrer qu'il fallait le faire du côté de Ntonga. Le quotidien a également suivi la même mouvance de l'ambassadeur de France au Cameroun. Eh bien, c'était en Tonga. Il aura visité le collège catholique et le service de soins de santé, nouvellement construit d'ailleurs par les bons soins de l'élu de la nation. Pour parler ainsi du député Claude Feuteux, c'est donc un élu de la nation qui a eu justement à accueillir l'ambassadeur de France de ce côté-là dans une ferveur populaire, on l'a déjà noté, et justement l'ambassadeur en a profité pour mener un peu un bain de foule avec une caravane qui s'est plutôt sentie très bien du côté de Ntonga. Dans la mouvance des élus de la nation encore, Echo de la Mefouya Kono est également en kiosque ce jour. Il fait noter une tournée parlementaire, celle d'Angelbert et Somba Bengono, dans les 4 arrondissements de sa circonscription électorale. C'était une espèce de reddition de comptes rendus parlementaires dont parle ainsi Echo de la Mefouya Kono. Le soir ce matin tient en haleine la nouvelle directive qui prend ainsi, la nouvelle direction que prend ainsi l'affaire dite du football camerounais, notamment depuis qu'il y a comme une dualité qui se dispute justement la gestion du championnat de première division et aussi celui de deuxième division. L'État a manifestement opéré son choix. Ce sera la Fédération camerounaise de football en lieu et place de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Ce sera le fait du gouvernement en lieu et place de la décision de justice à appliquer. Ce sera Mbombo Njoya et pas Albin Bida, encore moins le général Pierre Semengue pour régenter le football camerounais. Semble donc martelé le soir ce matin. Le journal La République est également en kiosque. Lui aussi note ces faits que le gouvernement impose en s'opposant aux décisions du TAS, le tribunal arbitral du sport du côté de Lausanne en Suisse. Eh bien, que va-t-il se passer devant? La question est posée avec acuité. Personne ne peut y répondre. Ce que l'on sait, c'est que la reprise des championnats est annoncée pour bientôt. Bientôt, c'est-à-dire ce week-end même, c'est-à-dire demain, où est donc prévu le moment pendant lequel est prévu donc l'ouverture de la saison sportive pour ce qui est du championnat de football de première division au Cameroun, ce qui, aux yeux du journal L'Indépendant, traitant également de cette problématique ce matin, donne une lueur d'espoir, mais une lueur d'espoir. Pour le moment, il faut bien le dire, le professeur Narcisse Mouelek-Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, a mis les stades de la République à la disposition de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Le ministre pour la Tangandji de l'administration territoriale, lui aussi a prescrit à ses collaborateurs d'accompagner la FECAFOOT dans cette même mission qui lui a été ainsi assigné manifestement à travers un courrier qui a été signé des bons soins du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, qui est donc destiné ainsi au ministre des Sports, lui aussi devant implémenter cette directive-là. Plus besoin d'autres preuves du choix que le gouvernement a donc opéré pour gérer le football cette année. Eh bien, le général Pierre Semengue et sa ligue vont devoir rentrer dans les tiroirs au même titre que Albin Bida, justement, qui est chargé de diriger le comité provisoire avec notamment l'assentiment des clubs de première division et même de deuxième division du Cameroun. Ce sera la FECAFOOT qui va donc gérer le championnat cette année. Décision a ainsi été prise par le gouvernement de la République avec les institutions qui vont avec. La preuve, ça répare donc ce week-end. Lit-on ainsi dans les colonnes du journal aux preuves. Le gouvernement a suivi la voie de la FIFA, l'instance fêtière du football mondial et l'ouverture du championnat D1. C'est bien demain, affirme ainsi le journal Les Preuves,
qui est d'ailleurs l'un des derniers nés de la presse camerounaise. Dans le même ordre d'idée, vous parlez et restez encore dans les stades et en dehors des stades. Lisons chez Repère, le journal de feu Richard Tunaombe, que le différend qui met aux prises le gouvernement de la République à l'entreprise italienne Piccini est loin, très loin d'être terminé. Le groupe italien espère d'ailleurs une reconnaissance de la part de la République du Cameroun et un dédommagement. D'ailleurs, Piccini estime avoir réalisé 90% des travaux. Le reste relève d'un achèvement de 10 travaux pour le bénéfice du complexe sportif d'Olymbe que les uns ont déjà qualifié et baptisé de stade Paul Biya du côté de Lombe, non loin d'Etoudi. Nous sommes toujours dans la banlieue de Yaoundé, à Etoudi. Justement, se souvient encore Africain Info, le journal d'Angel Fils, également en kiosque ce jour. Eh bien, il n'a pas fini de parler de cette mise, que dis-je, de cette messe, ou plutôt de ces prières qui sont élevées au sanctuaire marial d'Etoudi pour demander plus de bénédictions encore pour le président de la République, Paul Biya, mais également pour le pays dont il est le chef, c'est-à-dire la République du Cameroun. The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise, au siège imposant ici, Yaoundé dans la capitale, quant à lui, n'a pas voulu laisser passer le cas de ces salaires fictifs assez souvent virés, notamment au niveau des banques et autres microfinances, malheureusement pour le compte des morts de Dekouyous. Pas de mécanisme plus forts ayant d'ailleurs conduit, rappelons-le, à nettoyer le fichier solde des personnels de l'État, jureuse mais opportune qui avait été prise en son temps par le ministre LPM, lui pour Moutazier des Finances, accompagné en cela par ses collaborateurs, notamment les directeurs généraux dont il assure la tutelle. Eh bien, une mesure forte donc qui vient encore d'être implémentée. Question de réaliser un nouveau score, des nouveaux bénéfices pour le compte de l'État du Cameroun et donc pour les finances publiques du Cameroun. On parle à peu près, selon The Guardian Post, édition de ce jour, de quelques 12 milliards de francs CFA qui ont été rattrapés par les bons soins du ministère des Finances. Et justement, c'est ce qu'il faut retenir au terme de cette autre opération qui s'est déroulée de façon silencieuse, efficace, mais efficiente. Et puis, ce que le journal Le Jour, le journal d'Amal Mana, appelle souvent éléphant gris, c'est ce genre d'infrastructure qui draine débat et polémique, eh bien, sans véritablement avancer. D'ailleurs, c'est le cas de l'autoroute Yaoundé-Douala, dont tout le monde parle et qui fait débat dans les chaumières et autres espaces de débat public au Cameroun. Cependant, le quotidien Émergence, dans sa livraison du jour, redonne la parole au ministre Emmanuel Nganou Djoumissi, qui est donc en charge des travaux publics au Cameroun. Il s'attelle à rassurer simplement les partenaires au sujet des paiements, y compris les paiements par régularisation, pour dire ainsi que l'État du Cameroun est manifestement disposé et prédisposé. Question de payer ses dettes pourvu que les travaux de construction de l'autoroute devenue mythique entre Yaoundé et Douala, pourvu donc que les travaux avancent. On reste sur la route, sur la chaussée précisément, cap sur le Mbam Ekim, l'un des départements de la région du centre Cameroun. C'est encore un cri de colère que poussent les populations locales et pas pour caresser le gouvernement de la République dans le sens du poil. Au contraire, il plane une menace sur le chantier de construction de la route Ntui-Mankim. L'information est révélée par l'hebdomadaire Ressingan. La faute encore au ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumissi qui refuse de produire une offre au bénéfice et pour le compte de la BAD, la Banque africaine de développement, qui n'attend que cela. Et sur place en Tui, eh bien, la rue gronde, elle gronde encore et cela va aller crescendo, grandissant, avec notamment la première sortie, celle du maire local, le maire d'Entui, qui a parlé pour le compte et pour le bénéfice des populations locales, les populations d'Entui, qui demandent compte au ministre des Travaux publics. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi Stop Offense. C'était le dernier rendez-vous de la semaine. Le prochain, c'est lundi. Quand il sera 7 heures, nous serons la question de vous servir comme de tradition. Pour le moment, je vous invite à repartir du côté de Douala pour retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Tipio, bien installé dans les studios de Canada International Douala, à qui je m'avais passé le pouvoir. Il s'en va lui aussi relayer ce que la presse parue dans la capitale économique camerounaise a dit ce matin. Bonjour Michael, en vous souhaitant par anticipation un bon week-end, je vous passe le pouvoir. C'est à vous à Douala.
Ghislain Pierre, très bon week-end à Yaoundé. La suite à Douala avec la nouvelle expression qui nous ramène 25 ans en arrière avec cet appel des évêques du Cameroun qui lançait déjà un cri d'alarme au sujet de la montée du tribalisme dans notre pays. Ces évêques du Cameroun, dans une correspondance, appelaient le gouvernement à tout faire pour régler la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et la montée du tribalisme en ce moment-là. Le tribalisme qui est devenu donc un fléau pour notre pays. Dans cette lettre pastorale du 6 novembre 1996 précisément, ces évêques condamnaient fermement le tribalisme et les discours de haine qui font des ravages dans la société camerounaise. Ils faisaient remarquer que ce mal trouve sa racine surtout dans les intérêts politiques de quelques citoyens ambitieux. La nouvelle expression propose quelques extraits de cette lettre pastorale ce jour et propose également une tribune, une note de Ruben Oumniobé à André Marimbida. C'était en 1957, il faisait part du tribalisme, du danger du tribalisme et du régionalisme au Cameroun, la montée de ces deux phénomènes. Le Cameroun qui est aujourd'hui menacé d'implosion, que ce soit sur la toile, dans les rues, sur les antennes des radios et télévisions, dans les journaux, papier ou cybernétique, les ménages, les écoles, bars ou autres espaces publics. La conversation portant sur la politique finissent de plus en plus par des disputes, des discours haineux, des coups et blessures, une situation qui pousse à interpeller l'ensemble des citoyens pour une éducation pour barrer la voie à cette montée du tribalisme au Cameroun, écrit la nouvelle expression qui ne manque pas d'évoquer la constitution qui doit être revisée. Peut-on vraiment lutter contre le tribalisme sans modifier la Constitution? Question justement du journal, une réflexion profonde est nécessaire car la loi fondamentale du Cameroun semble détenir une des racines de ce fléau. Il s'agit du concept d'autochtone, écrit le journal de Séverin Tchunke en kiosque ce vendredi, qui parle aussi des affaires du mouvement pour la renaissance du Cameroun avec la défense qui demande le remplacement du juge d'instruction. Le collectif Sylvain Swap, chargé de la défense des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, arrêté dans le cadre des marches blanches du 22 septembre dernier, accuse le magistrat Joël Albert Bias de déni de justice, de violation de délais raisonnables et de vice de partialité. La défense a donc demandé le remplacement de ce juge d'instruction lors d'une audience à Yaoundé. L'honorable Jean-Michel Nietzsche s'exprime également dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression de ce jour au sujet du rapatriement des Camerounais. Jean-Michel Nietzsche dénonce des députés, le bouillant député SDF du Vouri-Est fustige ses collègues de l'Assemblée nationale qui ont écrit une pétition pour demander aux États-Unis de rapatrier des Camerounais accusés de soutenir la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, écrit-il, qu'ils n'ont jamais accepté que la question anglophone soit inscrite dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, comme l'a toujours demandé son parti, le Social Democratic Front. L'intégralité de cette sortie de Jean-Michel Nietzsche dans page 3 de la Nouvelle Expression de ce vendredi. Le Messager est également en kiosque ce jour, le Messager qui nous parle à son pied de une de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans et le Cameroun éliminé. Les Lionceaux ont été battus par le Ghana, auteur d'un sans faute lors des matchs de poule. L'équipe du Cameroun est donc tombée en quart de finale hier, jeudi, au terme d'une séquence de tirs au but mal négociée. Pourtant, le Cameroun bien parti dans cette compétition, écrit le journal qui nous parle aussi à son pied de une de la lutte contre la propagation du coronavirus au Cameroun. Et une question, s'achemine-t-on vers un deuxième confinement? Le journal s'appuie sur les chiffres annoncés ces derniers jours avec la flambée de nouveaux cas positifs dans notre pays. L'opinion publique pense que le gouvernement va encore mettre les mesures prises en mars 2020 en application pour limiter la propagation du Covid-19 sur l'ensemble du territoire national. On n'en est pas encore là, mais des mesures coercitives doivent être prises et le ministre de la Santé publique, il ne manque pas d'appeler au respect des mesures barrières et chacun doit justement respecter ces mesures barrières pour barrer la route à la propagation de ce virus. Le Messager constate également que des citoyens ne semblent pas se mettre justement à ces gestes barrières. Les nouveaux chiffres actualisés de la situation épidémiologique publiés hier par le ministère de la Santé montrent que le pays
est à plus de 35 000 cas positifs sur 32 000 personnes guéries, et plus de 551 décès enregistrés depuis le début de cette maladie dans notre pays. La grande une du Messager nous amène dans la galaxie à Tangandji pour parler du ministre de l'administration territoriale, homme discret, personnage charismatique, quoique impopulaire dans son bastion où les populations lui font le procès d'avoir toujours nié l'existence d'une question anglophone au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale apparaît aujourd'hui comme l'élite du coin le plus présent au front en 7 ans où le conflit vit à l'ensauvagement. C'est le membre du gouvernement le plus régulier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces 3 derniers mois, au total, une dizaine de missions effectuées sous le feu de l'action dans cette partie du pays en proie à un conflit sanglant depuis bientôt 4 ans. Chacune de ces descentes, outre le renforcement du dispositif sécuritaire prescrit au gouverneur, le même mot est lancé à l'endroit des spécialistes, des séparatistes plutôt, qui ont promis l'enfer à l'armée et aux civils tant que le régime de Yaoundé n'accède pas à ses revendications. Effectivement, le ministre de l'administration territoriale explique la conduite à tenir en cas de dépôt volontaire des armes, lui qui appelle une fois de plus à la reddition volontaire, et cette main tendue du gouvernement vers les combattants séparatistes présenté justement comme le soldat au front et le porte-voix de Paul Biya dans la recherche des voies et moyens pour mettre un terme au conflit qui s'est mué à l'ensauvagement dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Paul Atangandji apparaît donc comme l'homme de paix, l'homme qui est plus que jamais engagé dans la recherche des solutions à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, écrit le Messager en kiosque ce jour. Info Matin nous parle aussi de ce même ministre de l'administration territoriale, cette fois-ci sur des questions liées au sport, lui qui vient de siffler la fin de la récréation, la fin de la cacophonie à la Fédération camerounaise de football. Pour la Tangandji s'aligne sur la position de la FIFA et met en garde les gouverneurs des régions contre les fauteurs de troubles, quels qu'ils soient, au moment où le Cameroun s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Dans une correspondance, il y a quelques jours, il instruit les gouverneurs de région de considérer Seydou Momonjoya comme seul et unique responsable devant conduire les activités de l'instance nationale jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau exécutif à la tête de cette structure. Beaucoup ne manquent pas de voir à travers la position musclée du ministre de l'administration territoriale un camouflet infligé à Albert Bida et ses comparses, eux, présentés comme des personnalités qui n'ont plus le droit de parler au nom de la Fédération camerounaise de football, écrit Info Matin. Le pied de une du journal parle du phénomène de siphonnage de gaz domestique au Cameroun. Le suivi de conformité décidé le 23 février par le ministre du Commerce permettra de lutter contre cette pratique criminelle contre les consommateurs et l'économie nationale. Le ministre du Commerce rassure le gouvernement travaille à assurer justement la traçabilité des bouteilles. Selon Luc Magloire à Bagatangana, le traçage consiste à mettre en place un système qui permettrait de remonter le circuit d'approvisionnement et savoir à quel niveau il y a eu des dysfonctionnements. Il convient donc de rappeler avec Info Matin que la sortie du ministre du Commerce fait suite à la saisie d'environ 6 000 bouteilles de gaz le 20 février dernier dans un circuit de siphonnage dans la ville de Douala, écrit Info Matin. The Guardian Post est également en kiosque ce jour et le journal nous amène au ministère des Finances pour parler précisément de ce montant qui a été recouvré pour le trésor public, plus de 12 milliards de francs CFA, de l'argent qui était payé, frauduleusement aux fonctionnaires décédés ou alors des fonctionnaires fictifs, nombreux dans le fichier solde de l'État. Autre chiffre, plus de 25 000 fonctionnaires. Plus de 25 000 fonctionnaires ont été supprimés du fichier de l'État également. Ça, c'était en 2018. Et l'opération lancée par le ministère des Finances, saluée par le journal The Guardian Post ce jour, qui se poursuit pour définitivement toiletter le fichier solde de l'État pour mettre hors d'état de nuire ces fonctionnaires fictifs qui pillent chaque année l'État du Cameroun. Le journal de Nga Christian parle aussi de cette sortie musclée du ministre de l'administration territoriale au sujet
projet de la Fédération camerounaise de football, Paul Atangadji, qui vient de restaurer l'ordre à la Fédération camerounaise de football. L'œil du Sahel est également paru ce vendredi. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous parle de politique. Le Grand Nord aurait-il tourné le dos au Rassemblement démocratique du peuple camerounais? C'est ce que semble dire le journal de Guibaï Gatama ce jour, en s'appuyant sur des chiffres des récentes échéances électorales. Le journal constate que le RDPC ne séduit plus dans le Grand Nord. Le parti de Paul Biya prend l'eau de l'Adamawa à l'extrême nord en passant par le nord. Les élections locales de février 2020 ont visiblement laissé des traces dans les rangs du parti au pouvoir dans les régions septentrionales du Cameroun, et le désamour touche tous les étages de la formation au pouvoir. Des présidents de section ne souhaitent plus clairement rempiler sur place. Ils parlent de nombreux malaises vécus dans l'exercice de leur fonction de président de section de ce parti. Le renouvellement des organes de base du parti au pouvoir annoncé par certains pour bientôt et autrefois grand moment de politique locale s'apparente désormais à une foire sans intérêt pour de nombreux militants de ce parti politique. Le RDPC n'est plus à l'écoute de sa base. Il est une dictature contre laquelle certains de ses militants veulent se battre, écrit l'œil du Sahel ce jour. Le parti au pouvoir serait bien sage, conseille le journal, de ne pas sous-estimer ce parfum de rejet qui embaume l'air des régions septentrionales du Cameroun, écrit l'œil du Sahel, qui nous amène également à Yagua pour parler de cet incendie qui décime une famille à Yagua, dans l'extrême nord du Cameroun. Les victimes, une mère et ses deux enfants, ont été surprises par les flammes dont l'origine n'est pas encore connue jusqu'ici. 3 mois donc enregistrés. Le journal parle aussi de ses fournisseurs de Prime Potoma qui prennent d'assaut l'hôtel Benoué. C'était donc hier, séquestré sur le site du chantier. Ben Modo a été exfiltré des lieux sous escorte de la gendarmerie. Ces fournisseurs qui réclament leur paiement, ils n'ont pas été payés depuis plusieurs mois. Le chantier en a pris un sérieux coup, écrit le journal L'œil du Sahel en kiosque ce jour. On termine avec ce journal Festi Banen, un spécial pour un festival qui se prépare à Yingui dans le département du Cam. Il y a Yingui du 26 justement au 27 février prochain pour la cohésion et l'unité du peuple Banen. Danse traditionnelle, artisanat, plat traditionnel, voilà, exposition culinaire, également sport au menu de ce Festi Banen à Yingui du 26 au 27 février 2021. Parole donc dans le journal au sous-préfet de Yingui, au maire de Yingui également, les responsables du comité d'organisation de ce festival qui s'expriment dans les colonnes, également des chefs traditionnels qui prennent la parole dans le journal Festi Banen en kiosque ce vendredi. Merci beaucoup Michael Chipki. On va dire toujours dans l'actualité la problématique autour de l'effectivité du vaccin anti-Covid-19. On va dire que relativement justement à la population, une sorte de peur qu'on constate justement au sein de la population. Est-elle fondée ou pas au moment où justement le Cameroun vient d'adhérer au mécanisme COVAX qui donne donc accès à tous les pays en voie de développement au vaccin contre la Covid-19? Quelle lecture pouvez-vous faire de cette problématique? Écoutez, cette peur est légitime. Hein. On l'a vu depuis le début, cette peur qui ne concerne pas que certains citoyens camerounais. Vous avez vu cette réticence en Afrique en général, au moment où on annonçait un vaccin pour lutter contre le Covid-19, pas seulement en Afrique, en Europe également, dans beaucoup d'autres continents. Où des gens sont parfois réticents, et vous voyez que de temps en temps des personnalités ou des chefs d'État même parfois sont obligés de prendre les devants et se faire vacciner en premier, question d'inciter les autres citoyens à adhérer à ces différents vaccins. Et comme nous disions effectivement hier, je crois avant-hier encore ici, le ministère de la Santé du Cameroun précise que jusqu'ici la question du vaccin dans notre pays n'est pas à
pas à l'ordre du jour. C'est vrai, une information a circulé sur le cas de 100 000 doses de vaccins qui seraient en route pour le Cameroun ou bien qui seraient déjà là, mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on reste là encore sur les propos du ministre de la Santé qui était l'invité de notre journal il y a quelques jours et qui précisait que des mesures ont été certes prises au cas où l'on arrivait à une situation où il fallait passer rapidement au vaccin, que les choses soient faites dans ce sens, mais pour l'instant, la question du vaccin à l'immédiat ne se pose vraiment pas, mais le moment venu, vous faites bien d'anticiper, Patricia, il faudra bien gérer ces différentes réticences-là. Il faut rassurer les gens de ce que c'est un vaccin pour leur bien. C'est un vaccin qui leur permet de se prémunir contre la maladie. Vous savez, tout ce qui se dit autour des vaccins, c'est des trucs pour stériliser les gens, c'est pour donner la mort, c'est pour... Il y a tellement de choses, tellement d'idées reçues autour de ces vaccins, mais je crois qu'il faut un travail de fond autour de cela à travers les organismes du ministère de la Santé publique, notamment pour rassurer les citoyens de ce que les vaccins sont utilisés effectivement pour lutter contre la maladie, pour prémunir les citoyens contre la maladie. Je crois que ce ne sera pas facile, simple comme ça de convaincre les gens, mais il faudra effectivement un travail. Et peut-être vous faites bien de poser la problématique. Peut-être qu'il faut commencer à préparer les gens dès maintenant à cette éventualité. Si jamais on y arrive, c'est pas le jour J qu'on commencera à dire aux gens, mais écoutez, faites-vous vacciner et autres. Mais je crois qu'il y a quand même un travail qu'il faut faire en amont pour arriver à cette situation. Je pense que ça va être compliqué, vu que lorsque la pandémie commençait à mi-mars, enfin du côté de l'Europe, eh bien on a vu des médias européens qui demandaient à ce que peut-être le vaccin puisse être testé en Afrique pour voir ce que ça pourrait donner. Je me dis peut-être que c'est ça qui attise la réticence des uns et des autres là-dessus, et surtout en Afrique où les gens sont assez réfractaires quand même sur l'usage de ce vaccin. Effectivement, c'est des propos qui peuvent prêter à confusion. C'est-à-dire qu'on peut légitimement se poser la question de savoir, mais pourquoi tester le vaccin d'abord en Afrique, mais à partir du moment où on n'est plus dans une phase de test, parce que là, on a dépassé la phase de test, il fallait effectivement tester. Je rappelle que certains pays africains ont accepté de faire tester. Et même des pays occidentaux. Oui, on a par exemple le Royaume-Uni, on a environ 15 millions de personnes qui ont donc été soumises à ce test, et avec succès d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Donc il faut faire ces précisions-là, et à partir du moment où on n'est plus dans la phase de test et que nous voyons les autres se faire vacciner, encore que oui, les gens vous diront qu'on peut soupçonner le fait qu'ils utilisent les bons vaccins et qu'ils envoient des mauvais ici. Oui, il y a beaucoup de choses comme ça, l'imagination des Africains, des Camerounais et bien d'autres, bien de ceux qui sont contre les tests, ceux qui sont pour la théorie du complot, d'un complot contre l'Afrique et tout. Voilà. Ils vous sortiront tous les arguments possibles pour vous prouver que, écoutez, c'est pas des vaccins, mais c'était plutôt des trucs inventés pour mettre à mal, pour réduire la population et tout ça. Il y a tellement d'arguments. Vous ferez vacciner si jamais l'occasion vous est donnée? Écoutez, si on m'explique le bien fondé du vaccin, largement, et si je suis convaincu de ce qu'en me faisant vacciner, je me mets à l'abri de la maladie, eh bien je le ferai naturellement. Vous avez encore des petits doutes là-dessus, parce que vous avez besoin encore qu'on vous rassure et tout. Je crois que dans tous les pays où les vaccins se font en ce moment, les populations ont été également rassurées. Hein. On a pris l'exemple tout à l'heure de ces personnalités, de ces chefs d'État parfois qui prennent les devants. C'est une manière de rassurer les citoyens de ce que, voilà, écoutez, si nous également nous faisons vacciner, ça suppose que nous avons face à nous un bon élément, un outil qui va nous permettre de nous prévenir contre la maladie. Mais ça nous ferait plaisir. À vous, Fidil, pourquoi pas de voir votre président de la République ou bien le ministre de la Santé ou bien n'importe quelle autre personnalité. Pourquoi pas se faire vacciner avant? Se faire vacciner en premier. Je crois que ça donne un peu plus d'assurance et puis voilà, on se soumet simplement à l'exercice et on est à l'abri de la maladie. Et à l'interrogative, on dit pourquoi ne pas être de ceux de l'avant-garde, c'est-à-dire qu'en mettant tout simplement en pratique les mesures barrières, en respectant les mesures barrières, se laver les mains, tousser dans le coude, oui, entre autres porter son masque.
parce qu'on marche avec sa solution hydroalcoolique, c'est pas si compliqué. C'est d'ailleurs très facile. Alors ce matin, on va saluer des personnes aussi qui brillent par cette façon, justement, on va dire, c'est des modèles, hein, si on peut le dire aussi simplement. On a par exemple le gardien de la paix, Monsieur Chingoum Téné Stéphane, en service au GMI de Douala, qui est un grand fidèle. Et évidemment, un inspecteur de police qui a d'ailleurs convolé en juste nom, c'était samedi dernier, aux côtés de son rayon de soleil. Elle s'appelle donc Aline Kendo, puisque lui-même, en fait, c'est Monsieur Patrick Kendo, donc c'est des grands fidèles de l'émission. Allez, qu'est-ce qu'on s'est dit, Michael? On se dit à bientôt, à lundi. Lundi. Vous serez aux côtés de Patricia Keyi et Thierry Carole qui prendront bien soin de vous, ça c'est sûr. Merci à vous, Patricia. Mais avant de partir, on va vous soumettre au traditionnel rite de ma musique du cœur, ma chanson du cœur. Aujourd'hui, nous avons Shalom Bango d'un côté avec le Konkai Makossa. Et de l'autre côté, on a Lizati qui nous plonge dans la nostalgie. Ah oui. Vous penchez pour qui ce matin? Konkai Makossa. Ah, c'est super ça. Moi, j'aime le titre, j'aime la chanson. Ah, donc vous penchez pour Shalom Bango. Shalom Bango ce matin. Makossa, oui. Écoutez. On va pouvoir vous demander de faire plus, on a entendu. Et peut-être nous laisser Kato aussi. C'est cool, vraiment. Excellent week-end. Bravo. Merci en tout cas, Michael, d'être passé par ici. Rendez-vous lundi pour une autre livraison de la revue de presse entre Douala et Yaoundé. À suivre dans ce programme, mesdames et messieurs, le phytothérapeute, le naturopathe, non, qu'est-ce que je raconte, le nutritionniste, c'est clair. Marcel Thiaguet sera là pour qu'on puisse bien évidemment discuter sur l'alimentation une fois de plus. On fera une immersion dans le passé pour vous donner des dates qui ont marqué l'histoire du monde un 26 février. Mais avant, un clin d'œil à nos partenaires. À tout de suite.